Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Se déroulait jeudi et vendredi dernier un sommet réunissant les 28 dirigeants de l'Union européenne, un sommet désigné une nouvelle fois comme crucial. Il y était notamment débattu de la question des exigences britanniques dans le cadre du référendum à venir au mois de juin. Alors selon vous, M. Cameron a-t-il obtenu gain de cause? Je crois surtout qu'il s'efforce de mettre en valeur des dérogations qui, comme l'a montré mon collègue et ami Bernard Monod, existaient déjà depuis un certain temps. Depuis déjà longtemps, la Grande-Bretagne, d'abord, n'est jamais entrée dans la monnaie commune, pour commencer, donc échappe à la Banque centrale, a obtenu des mesures dérogatoires en matière d'immigration, de libre circulation. D'ailleurs, nous le voyons bien, puisque à Calais, c'est nous qui assurons un petit peu la frontière extérieure de la Grande-Bretagne, à notre corps défendant. Et puis, M. Cameron a obtenu quand même un certain nombre de choses supplémentaires. Il a obtenu un moratoire, par exemple, de 4 années avant de faire bénéficier les migrants européens des bienfaits de la sécurité sociale britannique. Et puis même un moratoire de 7 ans en ce qui concerne les migrants extra-européens. Bon, tout cela prouve quand même que quand on discute avec l'Union européenne avec un gros bâton, c'est-à-dire sous la menace d'un référendum de l'opinion publique et étrangère, on peut obtenir ces dérogations. Je ne suis pas choqué que M. Cameron défende les intérêts britanniques, même si, à mon avis, s'agissant de l'Union européenne, où il a soin quand même de continuer à exiger la libre circulation des capitaux pour protéger évidemment la bourse de Londres, des marchandises. Il veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière par-dessus le marché. Mais encore une fois, moi, ce qui me choque, ce n'est pas tellement l'attitude de M. Cameron, c'est de voir que les dirigeants français, eux, ne défendent jamais véritablement les intérêts de la France. Mais en tout cas, il administre la preuve qu'il est parfaitement possible, conformément d'ailleurs à ce que disait Jean-Marie Le Pen et ce que dit aujourd'hui Marine Le Pen, il est parfaitement possible de négocier avec l'Union européenne un statut bien meilleur que celui que nous avons et même éventuellement le rétablissement complet de notre souveraineté. Alors l'Union européenne a également été épinglée par un récent rapport d'Amnesty International, une union qui est épinglée pour son accueil des migrants face aux vagues migratoires, mais la France est également épinglée dans ce rapport, notamment dans le cadre de sa lutte contre le terrorisme. Alors pensez-vous que les libertés fondamentales soient menacées en Europe? Et quid de la question des droits de l'homme dans cette Europe de Bruxelles? Oui, je n'attache pas une importance exagérée aux conclusions d'Amnesty International, qui est une organisation très largement politisée. Et je crois que s'il y a des restrictions aux droits de l'homme, elles s'adresse plutôt précisément à ceux qui s'élèvent contre le politiquement correct, et qui s'élèvent justement contre la politique d'immigration massive. On en a eu d'ailleurs encore des exemples précisément à Calais, j'y reviendrai. Mais il y a quand même une analyse que je partage en partie, c'est que ce fameux état d'urgence peut servir à tout et à n'importe quoi. L'état d'urgence, par définition, c'est pour faire face à une urgence. Vous contestez donc sa prolongation? Je pense que cette prolongation doit être la dernière, très sincèrement. À moins que, évidemment, des événements extrêmement graves et présentant un caractère d'urgence tout particulier ne se produisent. Mais on ne peut pas vivre en permanence sous l'état d'urgence, parce que sinon d'ailleurs ce serait en quelque sorte donner raison aux terroristes. D'autant plus que l'état d'urgence, la preuve en est faite, n'empêche pas les règlements de compte à coups de Kalachnikov dans la banlieue de Marseille, et à mon avis ne suffiront pas à empêcher les attentats. À partir du moment où le terreau sur lequel le terrorisme prospère est là en France. Et là, on touche à des questions beaucoup plus importantes, à la surveillance de nos frontières, à l'inversion du courant de l'immigration, à la réforme du code de la nationalité, au maintien de notre identité, de notre souveraineté, à l'éradication de l'islamisme politique dans notre pays. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors vous évoquiez justement le cas de Calais, qui est un cas emblématique justement de ces problèmes posés par les flux migratoires massifs. Vous évoquiez dans un de vos précédents entretiens notamment le cas du général Piquemal, qui a d'ailleurs été attaqué par certains de ses confrères ou de ses collègues militaires ou ex-militaires.
Oui, alors avant de parler du général Picmal, je voudrais dire quand même mon inquiétude, parce que ceci forme un tout. Dans le maintien de cette situation depuis des années, moi ça fait je crois 10 ans ou 15 ans que je suis allé à Sangatte par exemple, et Calais est une conséquence de la fermeture de Sangatte. L'État tolère là une situation qui est la preuve de son incapacité à faire respecter la loi, parce que, et qui est dramatique, y compris pour les gens qui sont là, pour les malheureux qui sont là, j'ose le dire, pour certains d'entre eux, parce que ils passent l'hiver dans des conditions quand même d'hygiène, de précarité absolument abominables, y compris des mineurs. Comment est-ce qu'on peut tolérer cette situation-là? Si ces gens-là sont en situation irrégulière, eh bien, il faut les interner et les renvoyer dans leur pays d'origine. Si ces gens-là ont effectivement des titres à demander l'asile politique, il faut qu'ils soient hébergés de façon quand même décente et que leur demande soit instruite au plus tôt. Mais dans tous les cas de figure, cette jungle de Calais aurait dû être démantelée depuis très longtemps. Or, que voit-on? On voit encore que cette nuit, par exemple, parce que nous sommes aujourd'hui jeudi, cette nuit de mercredi à jeudi, eh bien, 1000 migrants, je ne sais pas s'il faut les appeler comme ça, 20 000 étrangers se trouvant illégalement sur notre territoire, ont cherché non moins illégalement à gagner le territoire britannique en envahissant le tunnel sous la Manche. Mais c'est absolument ahurissant. Alors on se contente de mettre un cordon de police pour les empêcher de passer, mais on ne résout pas cette crise. Et là, il semble que la sévérité de l'État ne s'applique qu'à ceux qui protestent contre cette situation. La population excédée. Les seules manifestations qui sont interdites, ou celles qui sont interdites en priorité, ce sont les manifestations de protestation. Et par exemple, là je vois qu'un monsieur Christophe Griffard, 47 ans, fondateur du site Calais et Idéoscope, il est venu avec un certain nombre de personnes pour apparemment prendre des photos ou des films de ce qui se passait, mais c'est vrai qu'ils avaient quelques bâtons pour se protéger au cas où ils eussent été attaqués, ce qui n'est pas une hypothèse absolument invraisemblable. Ils se sont livrés, selon le procureur, à aucune violence. Mais ils auraient pu s'y livrer. Donc la tentative étant punissable comme le crime, Madame Marie Grolmund, qui est la substitute du procureur de la République, a reconnu qu'il n'y avait aucune violence. Ils ont été tous immédiatement incarcérés. Bon, et à leur égard, il n'y a pas de présomption d'innocence, hein. Qu'il s'agisse du journal Nord Littoral ou du journal Marianne, on parle de ratonnade. Ben voyons, hein. Il n'y a pas de présomption d'innocence pour ces gens-là. Pour ceux qui protestent, pour ceux qui ne sont pas politiquement corrects. Alors ça me choque. Comme m'a choqué, c'est vrai, j'en ai déjà parlé, l'arrestation du général Picmal. Mais surtout, plus que son arrestation encore, l'interdiction de la manifestation à laquelle qu'il devait conduire, alors que le droit de manifester est un droit constitutionnel. Ceci étant, sur ce général Picmal, il y a quand même beaucoup de choses à dire, parce que j'apprends que effectivement, il a désavoué sur RTL, sur BFM TV, les gens du mouvement Pegida. C'est une ramification d'un mouvement qui existe en Allemagne, en découvrant, paraît-il, que c'était d'extrême droite, etc., lorsque ce mouvement est parfaitement officiel et toléré et reconnu en Allemagne. Mais le général Picmal, après avoir protesté contre l'interdiction de la manifestation, après avoir accepté d'en prendre la tête, malgré cette interdiction, ce que personnellement je trouve assez courageux, tout d'un coup, en but à la persécution, fait machine arrière en disant « je désavoue tout ce qui s'est passé parce que je n'en suis pas l'organisateur ». Alors j'y vois là, je l'ai déjà dit, un autre exemple quand même de ce qu'un certain nombre de militaires qui ont pu faire dans leur carrière preuve de courage physique, j'ai connu le général Janou Lacaze, j'ai connu le général Bijard, ont fait de très piètres politiques. Mais il y a pire que le général Picmal. Il y a les officiers généraux qui l'ont désavoué. Alors je vois là par exemple un général Rémi Gosser ou Gosserès, qui est président de la Fédération des anciens de la Légion étrangère.
qui a cru bon de faire un communiqué pour désavouer le général Picmal. Alors, il dit « Toute initiative non concertée avec le bureau de la Fédération transgresse l'article 7 du Code d'honneur du légionnaire. » Ah, c'est très grave. Voilà, le général Gosser ou Gosserès accuse en quelque sorte le général Picmal implicitement d'avoir transgressé l'honneur militaire. Et alors, le Code d'honneur, et le général Gosserès poursuit, je me désolidarise de ce qui s'est passé. Oui, il se désolidarise du général Picmal. Bon, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que ce code d'honneur, ça interdit toute initiative en matière politique de façon à ne pas porter atteinte à la neutralité de la Légion étrangère. Alors voilà quelque chose quand même d'extraordinaire, quoi. Autrement dit, si l'on suit le général Gosserès, un ancien légionnaire, fut-il retraité, ou tout s'agissant d'un officier général dans la 2e section, ce qui n'est pas, c'est vrai, tout à fait la même chose, bon, n'aurait pas le droit de s'engager politiquement en un temps où la France est livrée à l'invasion étrangère, au rapt de son industrie, à la concurrence déloyale venant du tiers-monde, aux pires expériences en matière sociétale, à la désagrégation de la famille, du mariage, à l'implosion démographique, en un mot, à la décadence, et souvent au spectacle d'ailleurs quotidien de la violence subie par nos concitoyens, un ancien légionnaire doit rester neutre et surtout ne pas porter atteinte à la neutralité des anciens de la Légion étrangère. Mais c'est parfaitement ridicule. Il y a pire quand même que le général Gosserès. Excusez-moi, je ne suis pas antimilitariste, j'ai moi-même 5 gallons dans la réserve, ce qui n'est pas mal. Il y a le général Bachelet. Le général Bachelet s'est livré à une diatribe extrêmement féroce contre le général Picmal, dont il a mis en cause les qualités, il a parlé de son inculture, de tout ça. Et alors, le général Bachelet nous dit quelque chose de très intéressant. Il dit que l'attitude de Picmal, c'est la rémanence de l'état d'esprit de l'armée d'armistice des années noires. C'est l'armée de Weygand et de Giraud. Alors, le général Bachelet a une carrière aussi tout à fait prestigieuse, mais y compris, je crois, dans le renseignement, mais je voudrais quand même informer le général Bachelet que ce que l'on a reproché à l'armée de Weygand et de Giraud, mon général, c'est précisément de rester l'arme au pied. C'est ça qu'on lui a reproché. Autrement dit, ces officiers généraux, à l'époque, auraient été les premiers à critiquer le général de Gaulle, qui, lui, était un général politisé. Et il leur a dit non, il faut garder la neutralité qui sied à l'établissement militaire. Alors quand je vois des âneries pareilles, je me prends quand même, bien qu'encore une fois, n'ayant aucune hostilité, au contraire, à l'égard des militaires, à me dire que Clémenceau n'avait peut-être pas tout à fait tort en disant que la guerre était quelque chose de trop sérieux pour être laissé aux militaires. En tout cas, la guerre politique, me semble-t-il, c'est le cas, hélas, pour la plupart d'entre eux. Alors justement, au Parti socialiste, Bruno Gollnisch, on ne reste pas l'arme au pied, du moins... Non, eux, ils font la guerre, voilà, enfin, au moins la guerre politique. Du moins certains d'entre eux. Vous Oui. avez lu très certainement, comme un certain nombre de Français, la tribune parue mercredi dans Le Monde. Elle a été signée notamment par Mme Aubry, par des députés socialistes, par M. Cohn-Bendit notamment. Une tribune qui attaque bille en tête la politique menée par messieurs Valls et Hollande. Alors, à la lecture de cette tribune, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'à 14 mois de la présidentielle, on assiste en fait à l'implosion de la gauche ? Oui, encore que, et il ne faut jamais sous-estimer les capacités de ces gens-là à se réunir pour la défense de leurs intérêts communs dans les circonstances décisives. Par conséquent, ils ne sont pas, de ce point de vue-là, il n'est pas exclu que le moment venu, ils ne s'entendent pour sauvegarder leurs intérêts. En revanche, c'est certainement un signe de l'éclatement complet de la gauche et de son dépérissement intellectuel et moral. La gauche a présenté un certain nombre de positions économiques, de positions philosophiques qui ont été condamnées par l'histoire parce qu'elles n'étaient tout simplement pas conformes à la vérité. C'était le marxisme et ses divers succédanés, plus ou moins
radicaux, plus ou moins modérés. C'était un idéal de justice sociale dont on a bien vu qu'elle était incapable de le réaliser. À partir de ce moment-là, que reste-t-il? Mais il n'y a plus de doctrine, il n'y a plus d'idéal. Il y a la défense d'un certain nombre d'intérêts acquis, notamment dans la fonction publique, dont on peut comprendre d'ailleurs qu'ils intéressent les fonctionnaires, surtout de rang modeste, qui dans les circonstances actuelles sont attachés à ce qu'ils croient être la protection de leur statut. Mais c'est tout. Donc c'est un spectacle assez pitoyable et c'est effectivement, comme l'a dit d'ailleurs je crois Florian Philippot, une fin de règne. Alors, autre spectacle pitoyable, enfin peut-être selon vous, se déroulait la semaine dernière le carnaval de Bayonne. Et au cours de l'organisation de ce carnaval, l'effigie de Monseigneur Hayet, l'évêque de Bayonne, a été brûlée par une association de gauche pour protester contre les positions de cet ecclésiastique contre l'IVG. Et M. Arouari du Conseil national du Parti socialiste s'est félicité du fait que l'effigie en tout cas de Monseigneur Hayet ait été brûlée en place publique, une réprobation dans laquelle il a également inclus le Front national, disant qu'il était normal, après tout, que la liberté d'expression puisse s'exprimer, notamment par ce genre de pratique. Quand je pense au tollé qui a accompagné un jour le fait que dans un meeting de fin de campagne, Jean-Marie Le Pen offre l'effigie d'un certain nombre de personnalités qui s'étaient comportées à l'égard du Front national de façon particulièrement odieuse et qu'il les offre à ses candidats en disant on va se payer leur tête, ça a été un tollé, une réprobation unanime, c'est scandaleux. Il offre la tête sanglante. Bon, je ne sais plus, d'Édith Cresson, enfin que sais-je encore. Madame Trottmann, je de crois. De Madame Trottmann, pardon. Oui, etc. C'est un appel au meurtre, etc. Bon, ce ne l'était pas du tout. Mais en revanche, là, effectivement, le fait de brûler un évêque serait en effigie, ça c'est bien dans la tradition d'intolérance des coupeurs de tête robespierristes et de tous les révolutionnaires. Hein. Ça prouve quand même que si la gauche est morte, son fond de méchanceté subsiste encore. Alors, en quelque sorte, dans la rubrique des grands méchants, on assiste actuellement, grands méchants entre guillemets, bien évidemment, on assiste actuellement aux États-Unis à l'ascension de Donald Trump. Alors, un certain nombre d'articles de presse font état d'une sorte d'amour, en tout cas de sympathie qu'auraient les frontistes ou le Front national de manière générale pour la candidature de Donald Trump, qui est perçu comme un candidat peut-être plus en adéquation avec les idées du Front national que d'autres. Alors vous, Bruno Gollnisch, est-ce que vous succombez à cette Trump-mania entre guillemets? Est-ce que vous vous sentez donc Donald, Hillary, Bernie, Minnie, que sais-je, Mickey peut-être? On va pouvoir dire, l'éléphant, c'est le symbole du Parti républicain. Dans ce que je me trompe, un éléphant, ça trompe énormément, oui. Et je ne suis pas insensible à cette affaire parce que je la trouve très intéressante. Il est certain, encore une fois, que il y a un an ou deux, la partie semblait être jouée. Ce serait un affrontement entre M. Jeff Bush pour le Parti républicain et Mme Hillary Clinton. Et on s'oriente quand même, Hillary Clinton n'a pas dit son dernier mot, mais enfin, Bernie Sanders lui a taillé des croupières dans certains États à la stupéfaction générale. Et de l'autre côté, c'est effectivement Trump qui paraît en bonne voie pour l'emporter. Assurément, il y a quelque chose qui est satisfaisant, c'est que tout ça constitue une grande claque pour l'establishment de Washington, ça c'est sûr, pour l'establishment politique américain, qui est aussi peut-être détestable que le nôtre. Et ça, c'est assez roboratif, c'est sûr. En revanche, moi je serais prudent. Je ne connais pas absolument l'ensemble des propositions de monsieur Trump. Je sais, par exemple, qu'il aura sans doute à l'égard de la Russie une attitude beaucoup plus modérée que celle qu'aurait eue, par exemple, Mme Clinton, s'il emporte l'élection. Et ça me paraît positif. Je ne sais pas ce qu'il en sera des relations de la France avec les États-Unis si jamais il gagnait non seulement la primaire, mais l'élection présidentielle. Vous pensez notamment au grand marché transatlantique, peut-être? Par exemple, dont je suis un adversaire résolu, parce que je ne crois pas dans les bienfaits indéfinis du libre-échange.
je pense, ni de la division internationale du travail, tout en étant favorable au rétablissement des libertés économiques à l'intérieur de nos frontières. Voilà, c'est l'originalité de notre position, à nous autres patriotes. Bon. À la fois se protéger raisonnablement sur le pourtour extérieur et se libérer des fardeaux qui nous oppressent à l'intérieur. Bon. Mais je jugerai évidemment de la politique de M. Trump au regard des intérêts de mon pays, la France. Voilà. Quel type de partenaire sera-t-il ou ne sera-t-il pas? Encore une fois, je pense que ce sera un homme qui va défendre bec et ongle les intérêts des États-Unis d'Amérique, et il faut par conséquent qu'il ait en face de lui des dirigeants qui défendent bec et ongle les intérêts français. C'est la loi du genre. Ce sera le mot de la fin. Merci Bruno Gollnisch. Merci.